c'est Danitza du blog Les Perles de Sunem. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons continuer sur notre série concernant les habitudes. Mais avant, je souhaite souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent et tous ceux qui regardent ma vidéo pour la première fois. Ici, nous parlons développement personnel, style de vie, nous parlons aussi santé. Alors, à la suite de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle vidéo. Et aussi, laissez vos commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez juste me dire un petit peu plus ce qui vous intéresse. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des habitudes et nous avons vu que nos habitudes avaient une odeur de vie ou de mort, d'échec ou de succès dans nos vies. Nous avons aussi exploré le cycle de la pensée, puisque nos habitudes partaient d'une pensée puis d'une action et cette répétition d'actions formait nos habitudes. Vous vous êtes tous retrouvés, comme moi-même, à prendre de bonnes résolutions, surtout en début d'année. Vous vous êtes dit, je vais faire plus de sport, je m'inscris à la salle de sport, je vais manger mieux, je vais tout faire bien. Mais au bout de quelques semaines, vous vous êtes rendu compte que vous n'arriviez pas à aller à la salle de sport ou que passer devant la boulangerie devenait plus difficile, malgré vos bonnes résolutions. Alors, que se passe-t-il réellement avec ces habitudes ? Saviez-vous que notre cerveau n'a pas la capacité de détecter si une habitude est bonne ou mauvaise ? Aujourd'hui, je vous propose une approche physiologique de nos habitudes. Alors, si tu es intéressé, reste connecté, je te retrouve dans un instant. See the holy city now in all its world. Imaginez que vous cuisinez avec votre conjoint et que vous lui dites « Chérie, notre fils passe dîner avec nous ce soir. » Et votre conjoint de se tourner vers vous, vous dire « Notre fils ? C'est qui ?» Et là vous dites « Michael, notre fils, celui qu'on a élevé. » Non, je ne vois pas qui c'est. Et là, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'histoire de Yuchi qui, après une infection cérébro-spinale, ne se rappelait plus de ses enfants ni de ses petits-enfants. En réalité, le dommage créé par ce virus au niveau de son cerveau lui avait fait perdre près de 30 ans d'années de vie et aussi la mémoire à court terme. Nous avons 3 types de mémoire, une mémoire à court terme, moyen terme et long terme. En réalité, les informations que nous recevons, nous les trions durant un court laps de temps pour pouvoir justement les encoder. Si elles sont pertinentes et intéressantes, nous les envoyons dans une autre partie pour être traitées. Mais si nous n'avons pas ce laps de temps très important, eh bien nous ne pouvons pas retenir les choses qui viennent à la suite. Alors Yuchi avait perdu en fait l'usage de cette petite partie, donc il ne pouvait pas retenir les nouvelles informations. Il ne se souvenait plus qu'il avait déjà pris son petit déjeuner et pouvait le prendre jusqu'à 6 fois dans la journée. Il ne se souvenait pas non plus de sa routine du matin. Si vous lui demandiez « Que faites-vous à votre réveil ?», il était incapable de dire qu'il allait d'abord dans la salle de bain, puis dans la cuisine, qu'il faisait son petit déjeuner et qu'il retournait au lit. Le médecin de Yuchi dit à la femme de celui-ci de permettre à Yuchi de faire de l'activité physique pour préserver son cœur. Alors lui et sa femme, tous les matins, sont partis faire une balade. Mais un jour, Yuchi est parti tout seul. Quand elle s'en est rendue compte, elle était dans une inquiétude folle. Puisque rappelez-vous, il ne pouvait pas indiquer où il habitait. Après avoir cherché dehors et ne le trouvant pas environ 15 minutes, elle retourne chez elle et elle le trouve assis sur le canapé. Elle lui dit « Mais où étais-tu » Lui, très surpris de la voir si inquiète, en fait, Beverly s'est rendu compte que Yuchi avait été faire un tour dans le quartier et avait pu retrouver son chemin. Alors, comment une personne qui a oublié près de 30 ans de sa vie, qui ne peut absolument pas vous dire où est-ce qu'elle habite, retrouve le chemin de sa maison? Cette question a permis aux scientifiques d'explorer la mémoire, mais aussi le chemin de nos habitudes. Les scientifiques se sont dit qu'il semblait que les nouvelles informations étaient traitées, même si Yuchi ne pouvait pas s'en souvenir. Alors, il semblait qu'un autre circuit soit activé, même si la mémoire de Yuchi soit endommagée.
À cette même époque, des scientifiques du MIT se sont rendus compte que des rats qui avaient une certaine zone de leur cerveau endommagée avaient soudainement des difficultés à apprendre à courir dans leur cage ou encore à ouvrir la boîte de nourriture, ce qu'ils faisaient très bien au début. Ils ont continué leurs recherches et ont inséré des petites caméras à l'intérieur du cerveau des rats pour pouvoir observer ce qui se passait. Une des zones qu'ils ont repérées, c'est justement les ganglions de la base. Ils ont fait des expériences. Donc les petits rats étaient dans une petite cage en forme de T avec sur un des points du chocolat. Ils devaient trouver le parcours pour pouvoir aller vers ce chocolat. Au début, explorant leur environnement, ils avaient peine à voir où était ce chocolat. Mais les scientifiques se sont rendus compte que leur cerveau était dans une activité très importante. Toutes les nouvelles informations que les petits rats, justement, recevaient de par leur environnement, des odeurs, etc., tout ça était en traitement. Mais une fois qu'ils avaient trouvé le chemin le plus rapide pour aller au chocolat, plusieurs des zones, même la zone de la mémoire, réduisaient leur activité. Le rat a internalisé à un tel degré les informations pour aller le plus vite possible vers la cible qu'il n'y pensait même plus. Et cette internalisation reposait sur les ganglions de la base. Alors les ganglions de la base, c'est une structure qui se trouve au milieu de notre cerveau. Ils sont centraux pour se souvenir des modèles, des processus, des tendances et agir sur eux. En réalité, les ganglions de la base stockent nos habitudes. Ils enregistrent nos habitudes même quand le reste de notre cerveau devient silencieux. Donc cette expérience avec les rats nous montre qu'il y a des actions qui vont être converties en automatisme sans même qu'on ait à y penser. Le processus par lequel notre cerveau convertit une séquence d'actions en routine automatique s'appelle le chunking. Alors il n'y a pas de définition française pour ce mot, ne vous inquiétez pas, c'est le chunking. Donc ce qui va se passer, c'est que notre cerveau va découper les informations en tronçons. Le chunking, c'est la racine de la création de nos habitudes. Alors, il y a des centaines et des centaines de chunks, ou je pourrais appeler ça encore des tronçons d'habitudes, sur lesquels nous appuyons sur notre quotidien. Certaines de ces séquences d'actions automatiques, donc des chunks, sont assez simples. Par exemple, vous ne pensez pas à tout ce qu'il faut faire pour pouvoir prendre votre brosse à dents, mettre la pâte dentifrice dessus, la porter à votre bouche et commencer à brosser vos dents. Vous êtes plutôt à penser à autre chose, ce que vous allez faire aujourd'hui, par exemple, en vous brossant les dents, n'est-ce pas? D'autres sont plus complexes, par exemple, s'habiller le matin ou préparer à manger. Et d'autres sont encore plus complexes. Je parie que pour ceux qui conduisent, au début, quand vous avez appris à conduire, vous deviez être hyper vigilant et hyper concentré pour pouvoir vous dégarer et vous insérer dans la circulation. Aujourd'hui, vous prenez vos clés, vous ne réfléchissez même pas à ce que vous allez faire pour pouvoir vous dégarer puisque c'est devenu un automatisme. Des centaines et des milliers de personnes font ce balai tous les jours sans y penser. À ce moment-là, vous êtes capable de penser à autre chose. Par exemple, que votre fils a oublié son goûter à la maison ou ce que vous allez faire en rentrant ce soir. Donc, vos automatismes cognitifs vont vous permettre d'économiser de l'énergie, de la pensée et vous allez pouvoir focaliser sur autre chose de plus important. En réalité, les habitudes émergent pour pouvoir économiser de l'énergie. Notre cerveau cherche à économiser de l'énergie. S'il était laissé à lui-même, il ferait de chaque routine une habitude. Le problème, c'est de savoir quand il est bon qu'il se mette en veille par rapport à une habitude ou pas. Si vous êtes trop en mode automatique lorsque vous conduisez par exemple, vous pouvez vite faire un accident. D'ailleurs, la plupart des accidents arrivent quand on est, on dirait, distrait. On n'est pas focalisé sur la conduite.
Or, il nous faut avoir quand même un certain degré d'attention lorsqu'on conduit. On ne peut pas être en mode automatique tout le temps. La raison pour laquelle le cerveau économise tant d'énergie en créant des habitudes, c'est pour, optimiser ses capacités. Un cerveau efficace est un cerveau justement qui pourra à la fois faire ce qui est important sur un point de vue régulier, mais pouvoir aussi réfléchir à comment créer un système d'irrigation, comment créer un avion, comment élaborer des projets plus coûteux en énergie, tout en faisant quelque chose qui est utile pour le quotidien. Donc c'est assez important. La routine se crée donc par les habitudes. Un autre point que les scientifiques ont observé, c'est que l'on ne se souvient pas de la pensée et de l'action qui ont fait débuter une habitude. Pourtant, les habitudes sont très difficiles à stopper une fois qu'elles sont lancées. Par ce système, nous comprenons qu'il est très difficile pour nous de pouvoir changer quelque chose. Mais ce n'est pas impossible, et d'autant plus que je puis tout par celui qui me fortifie. Dans le prochain épisode, nous verrons les 3 étapes pour créer une habitude ou pour changer nos habitudes. Alors, restez connectés, je vous dis prendre soin de vous et à très vite.